Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité ce soir, une nuit noire pour les femmes enceintes. Beaucoup de structures sanitaires étaient sous cloche. Des heures d'attente, un calvaire sans fin, 24 heures sur l'horloge. Les patientes obligées de faire le pied de grue. La soirée a été longue dans le monde de la santé. À suivre en début de journal le reportage de Papa Alioune Sarr. Fourniture de carburant, 2 bateaux de 18 500 et de 26 000 tonnes déchargées hier au port autonome de Dakar, mais les stations-service sont prises d'assaut par un nombre incalculable de véhicules créant un embouteillage monstre à Dakar. Particuliers et services, à défaut de faire le plein, achètent assez de carburant pour éviter les mauvaises surprises. On fera le point avec Mme Abdougaï Kassé. Et puis en fin d'édition, votre rubrique hebdomadaire article de la semaine, direction Gabon ce soir, où la justice française a mis en examen hier 4 enfants de feu le président Oumar Bongo Ondimba. Les détails, ce sera avec Aziz Adewale Tchandi, notre correspondant permanent à Libreville. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. La dernière note de ce journal, ce sera Fenêtre d'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Santé pour démarrer ce journal. Le mot d'ordre de grève du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal en guise de soutien au docteur Aïcha Goundiang a été bien suivi à Dakar. Selon Hassan Diop, secrétaire général du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, les pharmaciens ont baissé le rideau pour manifester leur désaccord. Pour rappel, la propriétaire de la grande pharmacie dakaroise s'est vue retirer sa licence par le ministère de la Santé. Nous y reviendrons. Une nuit passée dans les hôpitaux pour faire le constat sur la journée sans accouchement. Elle a été hier décrétée par les blouses blanches. Une nuit noire pour les femmes enceintes. Beaucoup de structures sanitaires étaient sous cloche. Les patientes obligées de faire le pied de grue pour bénéficier des soins. Des heures d'attente, un calvaire sans fin, 24 heures sur l'horloge, mais la soirée a été longue, très longue même dans le monde de la santé. Illustration dans ce reportage. Papa Alioune Sarr et de Serigne Saliou Deme. Il est minuit passé au centre de santé Gaspard Camara. Micros et caméras cachés, nous nous introduisons au service de maternité. Dans un couloir presque désert, une femme enceinte est sur le point d'accoucher. Souffrant, gémissant, vomissant, elle fait des va-et-vient pour alléger sa souffrance. Parfois, la douleur casse ses jambes. La femme s'accroupit. 2 de ses proches lui viennent en aide. À l'intérieur, les quelques sages-femmes vaquent à leurs occupations et refusent de nous parler. Un monde sanitaire à 2 faces, le public paralysé, le contraire dans le privé. Il est presque 2 heures du matin, nous nous rendons au centre de santé de Grand Yoff. Silence de cimetière, toutes les portes sont fermées. Après la mort de Sokhna Astou à Louga, les médecins se radicalisent, les hôpitaux au bord du gouffre. À l'instant, le reportage de Papa Alioune Sarr et Serigne Saliou Deme. Problème de prise en charge, journée sans accouchement, des mots qui inquiètent la population. Les vieilles dames rencontrées par notre reporter optent pour l'application des travaux issus de l'ancienne pratique. La finalité, c'est d'éviter les fausses couches. Reportage à Lousseau. bu jëkk boo wasinee ci kër sa du faral la sa doom am naa doom joo xam ne fii la juddoo ñu ngi nu si biti si biir ñu for ko te nga dox yoonam. Cette femme qui témoigne a été rencontrée dans une maison située à la rue 13, angle 12 de la Médina. Elle pense que les travaux qu'elle faisait en étant enceinte ont rendu possible cet accouchement. boo ëmbi da nga liggéey da nga coq ba dugg sa weer
À notre époque, lorsque vous étiez enceinte, les aînés vous obligeaient à piler du mil, repasser les habits et se masser avec du beurre de karité après chaque bain. ba xam ne war nga wëcc da nga war a toog ci paanu ndox yëngal sa biir ak karité ba nu yëngatu. Même son de cloche chez cette dame, la soixantaine, trouvée assise devant un moulin à la rue 11, angle 20. Rouba Diouf, c'est son nom. Pour elle, à l'impossible, nul n'est tenu. Les vieilles méthodes restent une solution malgré les risques. nit ñi nañu delluwaat ci maam yi dañoo bàyyi maam yi liñ daan def. L'ancienne méthode peut être une solution, mais actuellement, quand les jeunes sont enceintes, elles ne font aucun effort. Alors que nous, on nous faisait piler 5 kg de mil et on marchait jusqu'au marché Tilène. da ngay xëy soq juróomi kilo yu dugub ba ñàkk tooy xib dox ba lu joti marché Tilène ñëw sangu. À cause de la journée sans maternité décrétée par l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal, certaines femmes risquent d'accoucher à domicile, une méthode connue par le passé, mais qui présente certains risques. Pénurie annoncée du carburant, l'État du Sénégal n'a pas intérêt à tromper les Sénégalais, mais il y a bel et bien des contraintes de logistique et d'approvisionnement. Ainsi parle le ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima rassure. Elle annonce que la SAR va reprendre ses activités à la fin du mois de mai. À la fin du mois plus tôt, donc pour le moment, le stock est disponible jusqu'au mois de mai. Sophie Gladima effectuait une visite au terminal pétrolier du port autonome de Dakar. Voici sa réaction. Ce qu'on a vu hier nous a alertés parce que nous avons peur qu'il y ait quand même des problèmes de sécurité. Parce que lorsqu'on voit les nombreuses voitures qui sont devant les stations, nous avons eu peur, c'est pour ça que nous avons souhaité venir avec vous aujourd'hui pour que les Sénégalais sachent que nous ne sommes pas en train de les tromper. C'est la réalité. Nous avons des contraintes logistiques qui ont fait qu'on en est arrivé à cette situation. Mais ce n'est pas par manque de produits au niveau du Sénégal. Des contraintes d'approvisionnement, mais des contraintes également dues au fait que la SAR est à l'arrêt, mais qui va bientôt reprendre. Et donc tout le produit arrive à un seul point. Vous partez d'un diamètre de 6 pour arriver à un diamètre de 2. Vous êtes conscient que donc c'est normal que ça soit ralenti. Et nous vraiment nous excusons auprès de la population sénégalaise qui vit cette tension. Mais cette tension, on peut l'éviter, éviter les rushs parce qu'il faut qu'on soit patriote et qu'on soit solidaire. Le produit sera disponible parce que vous avez vu tout à l'heure au port, nous avons déjà 2 cargaisons qui déchargent. Il y a un bateau qui est au large et qui va décharger dès que ces bateaux vont partir. Ils nous ont dit 2 jours. Mais il y a les commandes de la SAR, il y a les commandes de Total qui vont venir. Et donc, nous pensons que jusqu'au mois de mai, il y en a par rapport à ce qui est disponible. Mais les commandes vont être lancées. Là, tout à l'heure, nous avons décidé de mettre un Zoom pour prendre, durant cette période de crise, que tous les jours, les gens puissent se réunir pour prendre en charge déjà les autres commandes qui devraient venir pour juin, juillet et le reste de l'année. Et la SAR également devait reprendre ses activités et nous permettre d'être à l'aise. La SAR reprend à la fin du mois. Pendant ce temps, les stations-service sont prises d'assaut par un nombre incalculable de véhicules de tout genre, ce malgré l'arrivée des cargaisons d'hydrocarbures. Hier au port autonome de Dakar, 2 bateaux de 18 500 et de 26 000 tonnes déchargées. Particuliers et services, à défaut de faire le plein, achètent assez de carburant pour éviter les mauvaises surprises, car ayant remué terre et ciel avant d'en trouver. Il faut noter également que ce ne sont pas toutes les stations qui sont opérationnelles à Dakar. Reportage Mam Abdougaï Kassé Sédina Mbaye. Ibrahima Yad fait souvent le plein, particulièrement ces temps-ci. Ce taximan est resté 24 heures avant d'avoir du gasoil. Il a trouvé son salut dans cette station-service de Colobane. Hier, j'ai galéré avant d'en trouver. Je suis allé à la station-service de Bourguiba, mais la situation est compliquée. Il y avait trop de voitures. C'est pourquoi, lorsque j'ai entendu que celle en face de Massalikul Jinan en avait, j'ai couru pour faire le plein. Autre lieu, presque le même décor.
Dans cette station-service de la Médina, la file d'attente est longue. À bord de son pick-up de service, ce pointeur et contrôleur dans un chantier est lui aussi venu pour faire le plein pour éviter les mauvaises surprises. Il n'est pas convaincu des assurances des autorités. Bon, je suis venu pour faire le plein parce que bon, j'ai une voiture de fonction qui travaille sur les chantiers et je ne peux pas rester sans avoir de gaz. Donc c'est pour cela que je suis venu faire le plein. Ce chauffeur doit livrer tous les jours de la marchandise dans Dakar. Pour cette raison, il est obligé de faire le plein de carburant. Il a fait le tour de beaucoup de stations avant d'en trouver. Depuis hier, nous avons fait pas mal de stations-service, mais en vain. On est allé partout. Ici, il y en a. Je vais en profiter pour faire le plein, car toutes les stations sont saturées actuellement. C'est trop dur. Et comme vous le savez, les véhicules ne peuvent rouler sans carburant. Hier, le ministère du Pétrole et des Énergies a réceptionné des cargaisons pour satisfaire la demande pressante locale en hydrocarbures. Mais en attendant que la distribution soit totalement effective, les rares stations de service qui disposent encore de carburant sont prises d'assaut par les automobilistes. Mam Abdougaï Kassé, merci. Les acteurs de la société civile ont lancé ce matin leur rapport à la formulation à l'évaluation nationale volontaire, un rapport qui permettra l'amélioration de la mise en œuvre du processus des ODD et des politiques économiques et sociales durables. 5 ODD ont été ciblés, à savoir les ODD sur l'éducation, l'égalité des sexes, la biodiversité, entre autres. Ce rapport sera présenté à New York en juillet prochain au forum de haut niveau sur le développement durable. Plus de détails avec Mam Seynabou Babou et Augustin Manda. Volontaire au sein des Nations Unies au mois de juillet prochain. Un rapport qui permettra la réalisation des objectifs du gouvernement sur le plan international. Le rapport revêt un caractère très important vu qu'il contribue à l'amélioration de la gouvernance du processus de mise en œuvre des ODD et des politiques économiques et sociales du Sénégal global. Et ce rapport sur le développement durable aussi s'inscrit dans ce même sillage afin d'accompagner le gouvernement à la réalisation des objectifs auxquels il s'est fixé au plan international. Pour ce rapport d'évaluation nationale volontaire, 5 ODD ont été ciblés. Et au moins 5 ODD ont été ciblés pour cette année, que ce sont l'ODD 4 sur l'éducation, l'ODD 5 sur l'égalité de sexe, le genre, l'ODD 14 sur les océans, le secteur de la pêche et de l'aquaculture, l'ODD 15 sur la biodiversité et l'ODD 17 sur le partenariat pour les financements du développement. Le président de la commission des acteurs de la société civile revient sur la quintessence du rapport national volontaire. Le rapport national volontaire, c'est le rapport sur l'état de mise en œuvre des ODD et ce sont des engagements auxquels les États se sont souscrits au niveau international et c'est l'objet de ce forum de haut niveau qui, avec le mécanisme d'évaluation nationale volontaire, qui est l'instrument d'évaluation auquel les États se sont souscrits au niveau des Nations Unies pour faire état de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ce rapport sera présenté à la fin en juillet 2022 au forum de haut niveau. La société civile s'engage à accompagner l'État pour la réalisation de ces objectifs, mais aussi à des politiques économiques et sociales durables. À l'instant, le compte-rendu de Mam Seynabou Babou et Augustin Mandang. En politique, je suis candidat à la candidature pour les élections législatives du 31 juillet prochain. Tels sont les propos de Pape Djibril Fall. Face à la presse cet après-midi, le journaliste a dénoncé avec la plus grande énergie le système de parrainage et appelle les Sénégalais à parrainer sa candidature. Pape Djibril Fall soutient à être la voix du peuple et compte aller dans ces élections sous aucune bannière partisane. Ces propos sont recueillis par Alioune Sow et Seydina Mbaye. Je suis candidat à la candidature pour les élections législatives
du 31 juillet 2022. En effet, je ne vous apprends absolument rien. Une modification non consensuelle de notre loi électorale, à savoir le parrainage, a produit une hérésie en violant le principe élémentaire de la libre participation pour tout citoyen ou formation qui la désire à des joutes électorales dans notre pays. Cette démarche unilatérale dans le changement des règles du jeu est inadmissible, inélégante et n'honore pas notre pays qui a une si longue tradition démocratique. Notre position sur cette question est sans ambiguïté. Nous la désapprouvons totalement. Malgré cet obstacle dressé, je vous invite donc, Sénégalaises et Sénégalais, d'ici et de la diaspora, à parrainer ma candidature. 224 millions de francs CFA, c'est le montant que la DER/FJ a injecté dans le département de Guédiawaye. L'annonce a été faite par la déléguée générale Mame Abi Seye. Elle a effectué une visite de terrain pour voir l'amélioration de l'évolution plutôt de l'accompagnement des jeunes et des femmes dans la banlieue dakaroise. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Pikine, Boudal Ndiaye. Et c'est une phase pilote où nous avons commencé par Thiès et également aujourd'hui Guédiawaye. Et l'idée c'était de venir en compagnie aujourd'hui de la présidente de la fêtière avec les 6 fédérations qui composent aussi cette fêtière pour partager ensemble et les écouter aussi en termes d'appropriation aujourd'hui. Les écouter dans leurs attentes mais également qu'on puisse partager également nos outils et leur permettre de s'améliorer. Le NanoDER, c'est vraiment un instrument, un produit destiné aux femmes. Et dans ce cadre, c'est vraiment la responsabilisation des femmes, puisque l'enrôlement même se fait par les femmes, donc ce sont les fédérations qui enrôlent même les femmes et qui permettent derrière qu'il y ait un suivi et au-delà du suivi, c'est le remboursement. Et ce remboursement permet d'élargir la base, permet d'élargir à d'autres femmes qui sont également en bout de chaîne ou en bout de fil de pouvoir également bénéficier aujourd'hui de ce produit attractif et qui permet aux femmes du Sénégal, et ça sur l'ensemble du territoire, de pouvoir se déployer. Aujourd'hui, au niveau de Guédiawaye, on a donc cette fêtière qui est composée de 6 fédérations. Et il faut savoir qu'aujourd'hui aussi, au niveau de Guédiawaye, c'est plus de 2900 bénéficiaires. Le nanocrédit, en 8 mois, c'est 2900 bénéficiaires et on est environ sur 224 millions qui ont été accordés de crédits accordés aux femmes. Donc nous les exhortons, ce sont elles-mêmes qui sont les propres actrices de leur transformation. Reportage du soir, le Ramadan, une période pas si simple pour certains détenus à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Des proches reprochent à l'administration pénitentiaire le refus de recevoir de la nourriture dans la prison un jour de semaine. La prise en charge, une grande équation, n'est-ce pas, Aïssatou Kane? Un silence de cimetière règne aux alentours de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Dans la petite ruelle qui mène à la prison, les riverains vaquent librement à leurs occupations, contrairement à leurs voisins privés de ce droit par la loi. À quelques mètres de la porte réservée aux visiteurs, ce jeune homme, bol bien noué à l'aide d'un tissu, est venu apporter un repas à son oncle. Détenu en ces lieux, malheureusement, il est obligé de rebrousser chemin. Par rapport à je pense que ce n'est pas normal. Je viens de Yoff et j'ai fait tout ce trajet pour rien. Imaginez, dans la prison, ils leur imposent des plats qu'ils n'aiment pas. C'est difficile. En ce mois béni de Ramadan, il espérait au moins un allègement des restrictions afin de prendre soin de son oncle incarcéré en ce lieu. Mon oncle ne reçoit le ndogu que les samedis et dimanches. Que le chef de l'État nous aide afin que nous puissions donner aux détenus des plats chaque jour. Que Dieu fait. Ayant été lui-même malheureux pensionnaire de ces lieux, cet homme qui souhaite se prononcer dans l'anonymat
compte les difficiles conditions de la vie carcérale, des conditions qu'ils font qu'ils ne jeûnent pas. Quand j'étais incarcéré, je n'ai jeûné que les 2 premiers jours car les conditions étaient difficiles. Je n'avais même pas de pain à l'heure de la rupture. C'est la solidarité des chefs de chambre qui nous aidait un peu. Et pour ce qui est des multiples donations provenant de mécènes, cet ancien détenu révèle n'en avoir jamais bénéficié. Nous entendons beaucoup parler de dons, mais franchement, quand j'étais en prison, je ne les voyais pas. Peut-être c'est pour un groupuscule de personnes, mais nous ne recevions aucun don. Pour rappel, depuis le début de la Covid-19, les détenus ne peuvent recevoir de nourriture de leurs proches que durant les week-ends et lors de certaines fêtes. Si Dame Justice ne les a privés que de se déplacer librement, la pandémie a fait que ces détenus se retrouvent aussi privés des succulents mets que leurs proches ont concoctés pour eux afin de rompre le jeûne avec un soupçon d'évasion et de liberté. Sur l'international, la présidence kenyane a annoncé aujourd'hui le décès de l'ancien président Mwai Kibaki. Il s'est éteint à l'âge de 90 ans. Il a été le 3e chef de l'État du pays de 2003 à 2013. L'actuel président a regretté la disparition d'un grand leader. Mwai Kibaki a enseigné l'économie pendant plusieurs années avant de rejoindre la lutte pour l'indépendance. Il a participé par ailleurs à la rédaction de la Constitution et fait ses armes en politique après l'indépendance acquise en 1963. À présent, la rubrique Fenêtre d'Afrique. On vous l'annonçait dans nos précédentes éditions. La justice française a mis en examen 4 enfants de feu le président Omar Bongo Ondimba. C'est dans l'affaire des biens mal acquis qui date d'une quinzaine d'années. Les enfants Bongo disent n'avoir pas conscience que les biens hérités ont été obtenus frauduleusement. Qu'en pense-t-on à Libreville? Aziz Adewale Chandi, bonsoir. Bonsoir. Cette affaire de biens mal acquis qui a vu la mise en examen en France par un juge financier de 4 enfants du défunt président Omar Bongo Ondimba, date d'une quinzaine d'années, comme vous avez pu le voir dans la presse. Depuis que cette décision de justice a été rendue, bien sûr, les 4 enfants de feu le président Omar Bongo Ondimba ont nié les faits. Ils disent n'avoir pas eu conscience que ces biens avaient été obtenus de façon frauduleuse par leurs géniteurs. Et il faut avancer que au Gabon, particulièrement, l'opinion n'est pas très bavarde sur ces faits-là, parce que, malgré les dénonciations de la société civile qui avait, il y a quelques années, été pour certains membres en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Survie pour ces questions de biens mal acquis, rien de fort ne se produira, et il y a très peu de chances que ces personnalités soient inquiétées. Maintenant, dans l'opinion, sur la toile, on a des réactions qui sont mitigées. Il y en a qui soutiennent qu'à l'approche de l'élection présidentielle de 2023, il y a souvent des affaires qui sont agitées parfois pour mettre la pression sur les dirigeants gabonais. Là, c'est le point de vue de certains partisans du pouvoir. On a aussi, du côté de l'opposition, une sorte de lassitude. Les partisans de ce camp politique aimeraient que ces dossiers soient menés et que, à terme, et que les condamnations soient prononcées.
Voilà. Au Gabon actuellement, c'est surtout l'affaire Tirana Mungengui du nom du président de la Fédération gabonaise de football qui a été réélu le week-end écoulé, qui a volé la vedette à cette édition Tirana Mungengui, qui a été convoqué. C'est la fin de ce journal. À suivre tout à l'heure sur ITV à 22h30, votre émission Iftar avec Didier Goups et Imam Pouy. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.